Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Rivers Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de notre rédaction et je suis rejoint comme d'habitude par les deux experts S-Basketball de la team, Antoine Pimel et Shai Mamou. Et comme d'habitude, on va décrypter un petit peu ce qui se passe dans ces playoffs, mais aujourd'hui, on va essayer aussi d'avoir une vision un petit peu plus à long terme et de voir ce qui se passe dans cette conférence Est où finalement qui est pleine de surprises et de rebondissements pendant ces playoffs et dont l'avenir n'est pas du tout sûr. Donc voilà un petit peu la thématique pour l'émission du jour. Salut Antoine, comment ça va? Ça va, impeccable, et toi? Pleine forme, bah, pas mal, pas mal. Et toi Antoine? Et toi Shai? Voilà, tu vois, ça commence le mec qui est en forme après le bouclage du dernier numéro de Rivers, pour rien vous cacher. Et toi Shai, comment ça va? Eh ben, ça va super, les gars. Nickel. Bah, super, ravi de vous retrouver. Et puis juste un petit mot, effectivement, puisqu'on en parlait, sachez que nous, on vient tout juste de boucler notre prochain numéro du MOOC Rivers, qui est, comme vous avez dû le voir si vous êtes passé sur Basket Session, qui sera un spécial Chicago. Donc vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Basket Session, profiter des frais de port offerts pendant encore une semaine. Donc voilà, on vous encourage à y aller. On vous a préparé un numéro vraiment qui détonne. Aujourd'hui, on ne va pas parler trop de Chicago parce que depuis effectivement Jordan et Derrick Rose, c'est un petit peu dur. Par contre, cette conférence Est qui n'arrête pas de surprendre avec, on va commencer peut-être par ça quand même, énorme upset dans la nuit d'hier. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, dans la nuit d'hier, dans les deux dernières nuits même, avec la victoire des Nets et la victoire des Hawks face à Philadelphie. Quel est votre premier sentiment par rapport à ces deux matchs? On va commencer comme ça. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Allez, Antoine, on va commencer par prendre ton sentiment sur ces deux matchs. Alors, le Nets Bucks, je dirais que c'est moins un upset, même si forcément, vu qu'il n'y avait pas Kyrie et que normalement Harden était indisponible, on pouvait penser que Milwaukee serait en position favorable, même si Shai avait annoncé que Brooklyn gagnerait quand même. Mais donc, un peu moins surpris quand même. Je pensais qu'il y aurait un grand Kevin Durant. Après, si j'avais vraiment dû miser, ouais, j'aurais peut-être misé sur les Bucks. Donc, il y a quand même une petite surprise, mais vraiment le pire, c'est cette nuit-là. Les Hawks, jamais j'aurais vu venir ce comeback. Il y avait 99,7% de chances que Philadelphie gagne à 14 minutes de la fin du match, quoi. Je crois que c'est le plus gros choke dont je me souviens, moi, perso. Après, j'ai une mémoire qui s'efface vite, mais là, récemment, je ne me souviens pas d'une Tu veux situation. dire, tu veux dire dans la collection des chokes de Doc Rivers, c'est ça? Exact. Ouais, ouais, mais je crois que c'est fou parce que c'est qu'un match, mais ça me marque encore plus que quand ils se fait remonter un 3-1. Je crois que, tu vois, l'an dernier, les Clippers, je suis moins surpris par là, juste la manière dont ils se font torpiller par les Hawks. En fait, s'ils sortent, je me dis, mais c'est pas fini, tu vois. Je te dis pas qu'ils vont se faire éliminer, mais si les Sixers y sortent, franchement, il y Non, aura- mais t'as raison. En fait, ça ressemblait pas. Enfin, c'est pas que un choke isolé comme ça, parce que admettons qu'il remporte la série quand même, ce qui est très possible quand même vu le talent dans l'équipe. Tu te dis, c'est pas possible qu'une équipe qui a fait un match comme ça dans sa campagne de playoff, même si on parle soit de quoi, sacré. Bah, on parle d'une mi-temps, tu vois. Mais si on regarde toutes les campagnes de playoff dans l'histoire, je sais pas s'il y a déjà eu une équipe qui a fait une gamelle comme ça à un moment, quoi. Moi, en fait, je l'ai pas vu venir. Enfin, j'aurais pu accepter l'idée que Atlanta gagne parce qu'on a vu qu'ils arrivaient à emmerder Philadelphie, clairement. Mais là, vu comment se déroulait le match, Embiid qui roulait sur Atlanta, et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Les mecs, ils étaient complètement décomposés. Tu regardes les visages, en fait. Regardez regardez les visages des Sixers quand, quand l'écart commence à être autour des 10 points. Embiid, Simmons et tout, ils commencent à avoir. On dirait qu'ils ont déjà perdu le match, en fait. C'est hyper rare de voir ça. C'est ça qui est inquiétant. Bon, bah, Shai, il a décidé de me lancer directement sur du Doc Rivers. Donc, je vais reprendre la balle au bon. Parce que moi, ce que je trouve quand même assez fou, j'ai rien contre ce monsieur, hein. Je l'ai même vu jouer quand il était aux Hawks. Quand j'étais gamin, j'aimais bien le joueur. J'ai bien aimé le coach par moment. Par contre, il a une qualité qui est indéniable, c'est que c'est jamais de sa faute. Quoi qu'il arrive, peu importe les équipes qui se font remonter, celles qui gagnent pas, celles qui perdent, etc. Au bout du compte, on parle tout le temps des joueurs. Ah, Chris Paul, c'est un choker où il est tout le temps blessé. Ah, Blake Griffin est tout le temps blessé. Ben Simmons, il n'est pas capable de mettre des lancers francs. Tobias Harris, c'est une imposture.
au bout du compte, j'ai l'impression que je ne sais pas comment ça se fait, s'ils payent des gars ou quoi, mais jamais on dit mais à quoi il sert Doc Rivers? Comment tu peux laisser ton équipe se faire reprendre comme ça? Comment tu peux avoir perdu autant de séries en ayant été mené 3-1 et certaines en ayant mené 2-0, même si je ne me trompe pas? C'est quand même assez incroyable. Alors, je ne dis pas que les joueurs n'ont pas leurs responsabilités, hein, bien sûr. Quand tu fais un 4 sur 14 de lancer franc à l'âge que tu as et que tu es censé être un des meilleurs basketteurs de la planète, ça pose quand même question. Mais malgré tout, je suis un peu ébahi du nombre de fois où Doc Rivers se sera retrouvé dans des situations comme ça dont il n'arrive pas à se dépatouiller. Il reste encore un petit peu de temps. Il a intérêt à avoir un plan de jeu qui ressemble à quelque chose au retour et que ce ne soit pas juste du allez les gars, faut jouer dur, on va défendre, on va les battre. Mais oui, Doc Rivers, je continue à pas comprendre pourquoi autant de joueurs le réclament à corps et à cri et pourquoi autant de franchises lui confient leurs effectifs saison après saison. En fait, je pense qu'il y a un vrai problème de leadership et du coup, ça rejoint ce que dit Shai sur les visages tu sais, des mecs décomposés, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de leader. Et Doc Rivers, il est censé être, tu sais, sa réputation de coach qui va motiver ses troupes. Mais quelle motivation en fait là? Comment ton groupe il s'écroule et il n'y a personne qui s'élève? Embiid, pareil, c'est pas un leader, Joel Embiid en fait. C'est un excellent joueur, j'aime beaucoup le gars et je le trouve drôle, je le trouve très fort, mais c'est pas un leader. Ils n'ont pas un gars qui sait les tirer vers le haut, qui sait les... Enfin, ils en avaient un, c'était J'en Jimmy avais un, ouais. Butler. Jimmy, Ils Jimmy. avaient Jimmy Butler, quoi. Ils l'ont laissé passer. Et les gars, ils ont plus de leader. Et là, ils sont à un match de se faire sortir par les Hawks. Et Trae Young, c'est ses premiers playoffs. Et il est déjà plus leader que n'importe quel joueur de Philly, quoi. C'est... Ouais, Et donc, parce que ouais. tu dis qu'il leur manque un leader. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut se discuter, se défendre. Par contre, l'effectif des Sixers, il est quand même profond. Il est quand même talentueux, profond. Comme tu disais, des joueurs expérimentés, dont ce n'est pas la première fois à ce niveau-là. Je trouve ça effectivement incroyable de voir qu'un match comme ça puisse se produire à ce niveau-là de la compétition face à une équipe qui est quand même plutôt, enfin, voilà, avec beaucoup de jeunes, certains vétérans effectivement du côté des Hawks, mais un Trae Young dont tu parlais à l'instant. Et je pense que c'est effectivement une des belles surprises de ces playoffs, c'est qu'il a montré que c'était pas que de la hype, que ce qu'il était capable de faire en saison régulière, il était capable de le répliquer à l'envi en playoff, dans des salles hostiles ou pas, que ce soit chez les Sixers ou chez les Knicks, et même de devenir une espèce de nouveau super vilain, partir en faisant en saluant le public et tout, comme il a pu le faire au Madison Square Garden. Mais là vu l'historique de Doc Rivers par le passé, j'ai un peu peur pour le prochain match. Je ne sais pas ce que tu en penses, Shai, si tu penses que les Sixers ont une possibilité quand même de se relancer, de revenir et de finir fort, mais ça fait un peu froid dans le dos quand même. Ouais, là, j'ai un peu peur, honnêtement. Le match va être à Atlanta. Je sens que la salle va être hyper chaude. Les Sixers, là, tout le monde a vraiment pointé du doigt ce qui n'allait pas chez eux dans ce match-là. Tout le monde est sur le dos de Ben Simmons pour les lancers francs. Il n'y a pas eu que ça, parce que moi, je comprends qu'on critique le fait qu'il n'ait pas travaillé ses lancers, que là, ça se paye à un moment ou à un autre. Je me rappelle qu'Antoine avait écrit un article il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines en disant que c'était quelque chose qui allait se payer pour les Clippers, pour les Sixers, pardon, que sa maladresse au lancer, les équipes allaient l'exploiter. Et là, ça a été exploité au moment le plus important, peut-être. Mais il n'y a pas que ça. Moi, c'est vraiment c'est un sentiment général que j'ai sur l'équipe. Ça va de Tobias Harris à Embiid à tous les joueurs, les role-players. Il y a personne qui. La stat dont on a aussi beaucoup parlé là depuis que c'est arrivé, c'est qu'il y a 2 joueurs qui ont marqué un panier dans le jeu en deuxième mi-temps à Philadelphie. C'est rarissime en fait. Et, franchement, Embiid. s'ils avaient fait rentrer Alan Iverson en Timberland, il aurait marqué ou pas? Ah, c'est sûr, mais c'est sûr. Il ne marquait Mais, plus en Big Three. Hein. il marquait plus en 3 contre 3, il marquait plus, c'est vrai. Bon. Mais tu vois, le fait que Seth Curry et Embiid soient les seuls à marquer des paniers et qu'à la fin, on donne quand même pas le ballon à Curry, d'ailleurs, qui était le seul joueur un peu chaud, parce que même Seul Embiid, il joueur commence qui a des couilles. Ouais, Dans leur équipe. et même Embiid n'y arrivait plus et c'était terrifiant. On peut peut-être se tromper, ils vont peut-être se réveiller, ça va être magnifique. L'union sacrée, tout va bien se passer, mais j'arrive pas à voir cette équipe faire beaucoup mieux après que ça, quoi. D'autant que la difficulté, là, c'est qu'il ne suffira pas de gagner le prochain match. Il faut gagner le prochain match et revenir chez toi pour prendre le septième, sachant qu'ils ont prouvé à tout le monde, mais surtout aux Hawks,
qu'ils n'étaient pas capables forcément de savoir boucler un match chez eux. Donc, on sait que même si jamais Atlanta devait perdre le prochain match, Atlanta pourra aller jouer le match 7 sans aucune pression, parce que de toute façon, personne ne les attendait vraiment à ce niveau-là. Oui, Et en ça, ils plus, ont en dit. sachant qu'ils peuvent rentrer dans la tête des Sixers ou les mettre dans des situations dont ils n'arriveront pas à sortir. Mais ils sont Oui, décomplexés. Les Hawks, complètement. Il y a un sang-froid. Voilà, c'est Trae Young qui incarne vraiment ça. Il a un sang-froid incroyable. À la fin, quand il va provoquer les fautes, il va les tirer. Tu sens qu'il joue avec le fait que le public le siffle et l'insulte. Enfin, il adore ça. On parlera peut-être d'Atlanta après, mais c'est une révélation de Trae Young pour moi. Ce Trae Young-là, en tout cas, c'est pas du tout le joueur que j'attendais il y a un an ou deux, quoi. Ouais, ben, je pense qu'effectivement, de toute façon, on va parler je vous propose qu'on parle des Hawks après. Je voudrais Mm. simplement revenir sur un autre match, une autre série. C'est le match Nets-Bucks, le dernier, celui dans lequel Kevin Durant a sorti un match assez incroyable. Pourquoi? Parce que, alors, les situations ne sont pas tout à fait les mêmes. Tout n'est pas comparable, certes. Malgré tout, moi, dans ce match des Nets aussi, sans vouloir faire du coach bashing, j'ai également été un peu stupéfait parfois des choix tactiques de Budenholzer ou plutôt par ce qui m'a semblé être par moment une incapacité à s'ajuster à la situation présente devant lui, quoi. Et sans vouloir, à nouveau, j'ai absolument rien contre les Bucks que moi je voyais, j'avais pronostiqué finaliste, voire champion NBA. Donc, c'est pas du tout que j'ai rien contre cette équipe, ni contre Bud. Mais quand on met bout à bout les succès qu'il a eu avec Atlanta justement par le passé et avec les Bucks ces dernières saisons et les limites que ces équipes ont rencontrées, j'ai le sentiment que c'est un excellent coach pour créer un système, créer un programme, tirer plus ou moins le meilleur des joueurs qu'il a sous ses ordres, sachant qu'à chaque fois, c'est des équipes très complémentaires, plutôt bien construites, dans une certaine mesure. Par contre, venu en playoff, quand il y a besoin de faire des changements vraiment limite de match à match en fonction de l'adversaire, j'ai l'impression que ces équipes ne trouvent pas les solutions. il se fait out-coacher par Steve Nash, quoi. C'est... il y a un vrai problème aux Bucks et j'ai l'impression qu'il est plus profond que cette série et qu'il ira au-delà de cette année. Et de toute façon, Budenholzer, je pense qu'il joue sa place et enfin, c'est déjà annoncé partout qu'il joue sa place et qu'il va sans doute certainement sauter si les Bucks sont éliminés. Mais même au-delà de ça, il y a peut-être aussi un problème. J'irai pas jusqu'à dire de talent parce que c'est dur d'être aussi catégorique. J'adore Chris Middleton et Jerry Holiday, mais aujourd'hui, tant qu'ils essayeront encore, même si c'était moins le cas là sur ce Game 5, tant qu'ils essayeront qu'ils laisseront Giannis prendre les possessions qu'il veut, c'est-à-dire que Giannis il prend beaucoup, beaucoup d'isolation sur cette série. Un peu moins dans ce match-là, mais dans les premiers matchs, il a pris beaucoup d'isolation où il se la joue un peu hero ball. Alors ça, c'est pas que c'est Budenholzer déjà qui a besoin de mettre un système un peu plus créatif en attaque, mais c'est même aussi Giannis lui-même qui prend des espèces de step back, des pull-ups en sortie de dribble, des tirs qui au final ne sont pas les siens et qui ne seront sans doute jamais les siens. Et on a cessé depuis qu'il est arrivé en NBA de le comparer à LeBron James en se disant, voilà, c'est un mec ultra athlétique, un phénomène physique qui va pouvoir créer du jeu, qui va jouer point forward. C'est pas son poste et au final, ça sera sans doute jamais son poste. Et il est encore jeune, il a encore le temps de s'adapter, de s'adapter à un autre rôle, à une autre utilisation. Donc, je ne suis pas forcément inquiet pour Giannis. Mais tant qu'on essaiera de le mettre un peu dans ce moule, eh ben lui, il va prendre ses espèces de 3 points. Il est à 10-13% à 3 points sur les playoffs, Giannis. Et il en prend 5 par match. À un moment, c'est plus possible. Je comprends qu'il ait envie de dire oui, je punis la défense, j'ai travaillé mon tir, je vais punir la défense, on me laisse ouvert. Je suis d'accord. Mais là, tu es arrivé à un stade en playoff où tu ne peux plus juste te dire je vais punir la défense. Tu vois bien que ça ne marche pas. Il faut faire autre chose. Et du coup, ces possessions-là sont mauvaises. Et quand ils essayent de jouer différemment et de le faire jouer en tant qu'intérieur finisseur, ce qu'il ne maîtrise pas encore, parce que même s'il a les atouts, c'est pas non plus le meilleur poseur d'écran, c'est pas le plus efficace pour rouler vers le cercle, même si pourtant physiquement, tu peux te dire qu'il pourrait vraiment être très fort. Et du coup, il y a énormément de responsabilités qui retombent sur Middleton et Holiday, parce que Steve Nash, il a compris, et les Nets, ils font un truc tout simple, c'est que dès qu'il y a un pick and roll avec Giannis et que Giannis, il pose l'écran, Blake Griffin ou Claxton ou le mec qui défend, il recule de 15 mètres Ouais. et il laisse Middleton et Holiday prendre des pull-ups à mi-distance. Et ils se disent, OK, bah vas-y, c'est Holiday et Middleton qui vont nous battre. Sauf qu'en C'est ça. fait,
même si ces mecs-là, ils sont forts, il y a un moment, tu arrives à une limite. Et Middleton et Holiday, les deux, ils sont à moins de 40% au tir sur la série. Et ils sont à 43 sur l'ensemble des playoffs, alors que pourtant, ils ont joué Miami avant où ils ont roulé sur le hit. Mais même là, sur la série, ils sont à moins de 40% les deux. Tu as une limite de talent pour moi, en fait. Moi, je vais aller plus loin que toi. Je suis complètement partisan même de. Après, il faut voir avec le joueur, évidemment. C'est quand c'est ton franchise player et qu'il a son mot à dire sur ce qui se passe sur le terrain, c'est peut-être plus compliqué. Mais moi, je suis partisan de dire que Yanis, c'est un pivot, en fait. Oui, C'est que bah c'est oui. c'est vraiment un pivot en le faisant bosser, plutôt que de lui faire bosser son handle et son shoot comme il a l'air de faire tous les étés. On voit qu'il progresse dans plein de trucs, hein. Tous les ans, il progresse. On voit que c'est un joueur complet, etc. Pour moi, tu fais taffer les moves au poste avec Olajuwon, et puis à la fin, tu as un monstre de 2 m 11 qui peut être inarrêtable, quoi. Alors que là, bah, c'est prévisible pour les équipes. Comme tu le disais, Brooklyn s'adapte très bien défensivement. Et même s'il va faire des stats qui sont bonnes pour le commun des mortels, il est presque sous-exploité par rapport à ce qu'il pourrait donner dans un rôle comme tu décrivais avant, quoi. Mais je pense que tant qu'il n'y aura pas cette adaptation-là, bah, il va se heurter toujours à une équipe ou plusieurs équipes qui vont réussir à le limiter. Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux temps. En fait, il y a le temps du progrès sur le moyen terme, un petit peu ce dont vous parlez, des solutions, que ce soit dans le roster ou dans le développement individuel des joueurs, ce vers quoi les Bucks pourraient aller. Mais, moi je voudrais revenir un petit peu juste sur ce match-là, parce que là, finalement, on est dans une urgence du côté des Bucks qui est de gagner les matchs les uns après les autres. Et sur le papier, néanmoins, moi, je trouve que cet effectif est plutôt talentueux. En tout cas, il n'est pas à plaindre. Oui. La défense des Bucks sur ce match-là, encore une fois, a été très bonne, notamment en première mi-temps, vraiment très très bonne défense. Et moi, ce que je trouve compliqué en fait par rapport à ce que tu disais Antoine sur les tirs que prennent Jrue Holiday ou Chris Middleton, c'est que j'ai le sentiment qu'au bout du compte, ils se retrouvent souvent, voire trop souvent, à devoir créer leurs propres tirs, soit en fin de possession, soit les moments où ils veulent jouer tout à coup. Middleton, il y a quand même plusieurs possessions où tu te dis un petit peu, mais pourquoi tu te précipites d'attaquer pour prendre un tir lointain en fadeaway face à un défenseur? C'est bien de vouloir booster un peu, donner de l'énergie, mais ce n'était pas forcément le meilleur tir. Et c'est là que j'en reviens à ces soucis d'adaptation. Moi, il y a un truc qui m'a fait un peu hurler devant mon écran en voyant le dernier match, c'est l'utilisation de Brook Lopez en attaque. Okay. Brook Lopez, maintenant, tout le monde s'accorde à dire que son apport défensif est primordial au succès des Bucks. Mais il y a encore quelques années, il était connu uniquement pour ses qualités offensives. Et à son poste et pour sa taille, c'est peut-être l'un des intérieurs à la palette la plus développée. Maintenant, en plus, il a un tir à 3 points. Très fort joueur offensif. J'avoue ne pas comprendre pourquoi les situations où les Nets, le plus grand joueur des Nets sur le terrain, était Kevin Durant qui défendait sur Yanis. Pourquoi ne pas donner la balle à Brook Lopez, pas pour qu'il mette 30 points. Brook Lopez ne va pas mettre 30 points, mais simplement forcer les Nets à le respecter et à s'adapter. Parce que s'il marque 3 paniers de suite, les Nets vont prendre temps mort. S'il prend 2 paniers de suite et qu'il fait provoquer 2 fautes de plus à Jeff Green, qui se retrouve à défendre sur lui, bah, peut-être que Jeff Green ne met pas ses paniers à 3 points de la deuxième mi-temps qui ont fait extrêmement mal aux Bucks. Et c'est là, quand je parle d'adaptation, alors je sais que ce n'est pas un boulot facile, hein, je souhaiterais clairement pas être coach NBA, coach de haut niveau, être dans ces situations-là. Mais c'est là où j'ai quand même le sentiment que Budenholzer peut-être touche une limite. Et ça ne veut pas dire que c'est pas un excellent entraîneur par ailleurs. Mais j'ai l'impression que là, même face à une équipe des Nets diminuée par les blessures, les Bucks avaient largement les moyens de gagner ce match. Ils ont mené vite 12-2. Il y a eu presque, peut-être, je crois, 15 points d'avance, un truc comme ça, en première mi-temps. Il y avait la place pour passer, quoi. Ouais, clairement, clairement, mais il y a un manque de créativité offensif chez Budenholzer qui arrête pas de les- qui leur sert de plafond de verre. Et si tu veux, quand je parlais de l'effectif, je suis d'accord, hein, l'effectif est très talentueux et je remets pas ça en question, mais la façon dont est fait cet effectif fait qu'en attaque, tu as besoin d'un coach plutôt, qui est vraiment à même de créer un truc sur lesquels ils peuvent se reposer. Vu qu'ils n'ont pas un créateur d'élite, euh, Middleton est un super joueur en fait. Et Jrue Holiday est un joueur très intéressant. Mais je parle vraiment de créateur d'élite, créateur star. On voit que les équipes qui aujourd'hui sont dans la compétition, les Suns, ils ont Chris Paul et Devin Booker qui peuvent faire la différence en dribble. Le Jazz a Donovan Mitchell. Tu vois, les Clippers, c'est un peu différent, mais ils ont quand même Kawhi. Et Paul George est dans le lot aussi quand même.
même si les deux, c'est vraiment plus des ailiers que des créateurs. Mais tu vois, il y a ces gars-là capables d'apporter du danger. Les Bucks, c'est un cran en dessous. Si tu parles de Middleton et Holiday, pour moi, c'est un cran en dessous des joueurs que je t'ai cités, même si Middleton est un joueur un peu différent. Et du coup, si vraiment tu veux constamment avoir un apport offensif fiable, il faut que tu puisses avoir un système très fort, créatif, avec une vraie mise en place, capable de mettre en valeur et en avant tes joueurs, qui ne soient pas justement obligés, comme tu as dit, de juste faire provoquer tout seul des paniers, parce que Middleton et Holiday, à un moment de la compétition, ça peut plus. Tu peux pas taper sur du hero ball sur Middleton et Holiday et espérer être champion NBA en fait. Non, c'est très intéressant ce que tu dis, Antoine. Je m'y retrouve, et d'autant que je me dis, on en parlait juste avant de passer à l'antenne, mais je pense aussi que dans la création, parfois, c'est les joueurs qui n'ont pas la balle peuvent créer du jeu aussi. Et quelque part, c'est là que je pense que quelqu'un comme DiVincenzo manque aux Bucks par ses coupes permanentes, le fait d'aller récupérer des rebonds offensifs, ce genre de choses. Chose que Connaughton a très bien fait dans ce match-là, par exemple. Il a rempli en partie ce rôle-là. Mais oui, ça manque de créativité, ça manque d'inventivité en attaque et parfois un petit peu de réactivité, j'ai envie de dire, quoi. Trouver le Oui. match-up, pouvoir l'exploiter rapidement. Et encore une fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre le rythme sur lequel jouent les Bucks en attaque, en montant systématiquement la balle quasiment en marchant sur un rythme très lent. Et simplement pour finir avec ce que tu disais, Antoine, c'est quand tu parles des créateurs, tu as totalement raison. Et c'est le rôle qu'a joué James Harden sur le match pour les Nets. Il n'a pas été très bon en attaque, mais sa seule présence sur le terrain, le simple danger qu'il représentait, a permis aux Nets de jouer un jeu beaucoup plus équilibré qu'on ne pourrait le croire en regardant simplement la feuille de stats et en voyant que KD a mis tous ses points et que James Harden a été maladroit. Donc, je te retrouve là-dessus, là, sur le problème de création de cette équipe. Mais du coup, ils sont arrivés à un stade où eux, pour le futur, c'est t'as Giannis qui est encore jeune, donc Il théoriquement, est tu jeune. peux. Giannis, Oui, c'est jeune. ouais, mon Dieu. Moi aussi, la fatigue du bouclage, tu vois. Mais oui, Giannis, il a quoi? Il a 25 ou il va avoir 26 ans. Mais mine de rien, tu as bouché ta masse salariale, logique. Et pendant tellement d'années, tu étais persuadé que ce serait lui ton créateur, que ce serait lui ton joueur d'élite sur lequel tu vas centrer ton attaque. Donc pendant des années, ils n'ont pas forcément cherché un autre créateur, enfin ils ont cherché un créateur secondaire, un deuxième playmaker plutôt qu'un premier playmaker. Et aujourd'hui, ils font presque avec les miettes. Holiday, c'était déjà super pour le stade où ils en étaient. Récupérer Holiday, c'était génial. S'ils avaient eu Bogdanovic en plus, ça aurait été parfait. Mais tu vois c'est marrant parce que Chris Paul était disponible. Tu te dis, mais t'imagines là si ces Bucks-là, ils avaient Chris Paul? Ah, mais moi je pensais vraiment qu'il irait à Milwaukee. Ça faisait partie des pistes. On disait que c'était le joueur qui manquait aux Bucks pour vraiment passer un cap. Je pensais qu'il irait là. Après, je sais pas à quel niveau ça s'est pas fait. Est-ce que c'est lui qui a préféré parce que clairement, au KC, ils lui ont fait la faveur de l'envoyer plus ou moins là où il avait envie d'aller. Mais C'est ce que j'ai compris. Mais par contre, je sais pas si c'est Milwaukee qui a pas voulu il faire y avait le. aussi la question de la masse salariale parce qu'il a un salaire Ouais. énorme, il faut des pics à échanger. Mais du coup, en fait, j'ai parlé de Chris Paul, mais ce que j'aurais vraiment dû dire, c'est s'il y a 2 ans, voire trois, peut-être plus deux, ils avaient déjà compris que Giannis, ça deviendrait pas ce créateur numéro un. Ils auraient pu commencer plus tôt à Mm. chercher ce mec-là avant que le contrat de Giannis, donc ouais, je dirais il y a 3 ans, tu vois, avant qu'il y ait les extensions, avant que tu sois bouché dans ta masse. S'ils avaient su lire ça, c'est facile à dire après coup, hein. Je promets. Surtout qu'il était super jeune et que tu peux te dire, ouais, il va encore progresser, il va se développer, il va devenir ce joueur qu'on espère qu'il va devenir. Mais là, aujourd'hui, même pour le futur, j'ai du mal à me dire, mais comment ils vont faire en fait? Ils n'ont pas de pic, ils n'ont pas de masse salariale. Ouais, d'où la question quand même de... Bon, encore une fois, je souhaite à personne de perdre son boulot. Hein, je ne suis pas là pour demander la démission ou le renvoi d'aucun coach. Mais je pense que là, effectivement, ils vont se retrouver à un croisement parce qu'il y a... Cette équipe est trop bonne pour repartir de zéro. Elle est trop complémentaire pour qu'il y ait un changement simple et efficace à faire où tu dis il suffit de changer cette pièce contre celle-ci et c'est sûr qu'on aura une équipe qui va pouvoir dominer. Donc, pour moi, la variable d'ajustement la plus proche, dans le cas bien sûr où les Bucks ne reviendraient pas et finiraient pas très bien ces playoffs, hein, rien Oui. n'est joué. Mais si c'est le cas,
je pense qu'il y a besoin d'un système, notamment en attaque, qui permette de simplifier la chose à ces joueurs. Parce qu'au bout du compte, moi j'aime beaucoup Jrue Holiday, j'aime beaucoup Chris Middleton. Effectivement, j'ai l'impression que là, ils touchent leurs limites, mais j'ai l'impression aussi que c'est parce que le système offensif mis en place les aide pas à ce que les situations soient plus simples pour eux, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Ah c'est vrai bah qu'il y a si, quand de même- toute façon, enfin, là, vu comment ça se passe en NBA en ce moment, enfin, la rumeur était déjà sortie qu'il jouait son poste. Je pense qu'il fait partie des coachs qui seront limogés si ça se passe pas bien. Là, on voit qu'en ce moment, ça va dans tous les sens. Et puis, on se fait pas de soucis pour lui. Il retrouvera un job en 2 temps, 3 mouvements. C'est un double meilleur coach de l'année. Ça va. Le Ouais, problème, c'est qu'il n'y a pas forcément enfin, en tout cas, je ne connais pas assez bien les assistants, donc je ne suis pas dans l'univers NBA pour savoir à quel point quels sont les assistants les plus cotés, mais enfin, je connais quelques-uns, mais je vois même si Budenholzer est libéré, c'est pas comme s'il y avait tu sais, toute une queue de coach qui attendait derrière, de bons coachs prêts à prendre le relais. On voit que c'est difficile. La preuve, c'est qu'il y a toujours les mêmes noms qui sortent dans chaque rumeur dès qu'il y a un mec qui se fait virer. C'est là que tu Jeff sais que Van, de toute façon, Jeff ouais, Van Gundy et Jeff Mike Van D'Antoni. Gundy, exactement, Mike D'Antoni, les mecs, ça, chaque année, à chaque fois, tu as les mêmes noms qui sortent et c'est ouais, compliqué, hein. ça va être à suivre. De toute façon, on va pouvoir enchaîner justement sur cette question du futur de la conférence Est et quelles équipes pour dominer cette conférence. Parce qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les choses semblaient assez claires. On se disait, bon, bah, Boston, Milwaukee, Sixers, ça va se disputer la première place de la conférence année après année. Et finalement, entre les malheurs des uns, les surprises des autres, on se retrouve avec une situation bien moins claire qu'on aurait pu le penser. Donc voilà, je serais curieux d'avoir votre avis sur l'avenir. Donc là, parmi quand même les équipes qui semblent parties pour continuer à peser dans cette conférence, je pense qu'on peut en citer au moins quatre. Nets, Bucks, Sixers, Hawks. Enfin, Hawks, pardon, à voir. Nets, Bucks, Sixers, à coup sûr. Les Hawks, on va pouvoir en parler. Derrière, effectivement, Atlanta, est-ce que c'est un coup Jenny, est-ce que c'est réplicable, ça on va en parler. Et derrière deux équipes qui n'ont pas fait les playoffs, mais qui je pense continuent à rester comment dire, dans le cadre de ces équipes qui peuvent avoir un rôle à jouer, Miami et Boston. Deux équipes décevantes cette année, mais qui ont quand même des forces en place assez intéressantes, voilà, des joueurs et des organisations qui sont plutôt bien en place, mais à qui il va falloir quelque chose cet été si elles veulent retrouver le haut de la conférence. Pour faire simple, si vous deviez choisir, donc ça nous fait 6 équipes, Brooklyn, Bucks, Sixers, Hawks, Heat, Celtics. On va commencer avec toi, Shai. Si tu devais choisir une équipe en laquelle tu as le plus de confiance, pas pour cette saison, mais pour dès la saison prochaine, se retrouver dans l'élite de la conférence, une ou deux équipes, hein, lesquelles t'inspiraient le plus de confiance? Je vais peut-être être dicté justement par la dictature de l'instant, mais Atlanta m'a vraiment bluffé pendant les playoffs en fait. C'est-à-dire que je voyais ça comme une équipe peut-être un peu mal foutue, qui a essayé de répliquer quelque part le modèle de Golden State parce que son GM a bossé là-bas avec des shooters, etc. Et puis ce que j'avais vu de Trae Young au début me faisait penser que c'était un scoreur de volume avec des défauts, le défaut de vouloir marquer du logo à chaque fois, sans les qualités qui pouvaient en faire peut-être un franchise player. Et là, depuis cette année, je pense on peut dater ça au changement de coach. C'est pas forcément, tout n'est pas forcément de la faute de Lloyd Pierce, hein, mais à partir du moment où Macmillan est arrivé, au niveau discipline, identité de jeu et leadership chez Trae Young, pour moi, ça a été une métamorphose et une révélation parce que il a peur de rien, il joue intelligemment. Tout à l'heure, tu disais qu'il était capable de répliquer en playoff ce qu'il faisait en saison régulière. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus fort en playoff parce qu'il sait parfaitement gérer les temps forts, les temps faibles. Quand il faut accélérer, quand il faut jouer un peu au vice, il y arrive. Là, pour moi, j'ai découvert quelqu'un qui pouvait être un franchise player et donc un joueur majeur de la ligue, dont l'équipe va jouer les premiers rôles tous les ans s'il est bien entouré, quoi. Et là, autour, l'équipe est plutôt bien construite, c'est pas vieux. Il faut voir ce qu'ils vont faire avec un John Collins, par exemple, que je trouve aussi très très bien en playoff, plus que ce que je pensais. Voilà, moi je dirais Atlanta parce que l'effectif est encore jeune et qu'ils ont ce joueur, ce créateur dont Antoine notamment parlait tout à l'heure, qui permet pour moi d'aller loin à partir de maintenant.
C'est vrai qu'Atlanta, on avait noté cet été que c'était probablement l'un des plus beaux recrutements. Mm. La grande question, en tout cas pour moi, au début de l'année, c'était de savoir si il n'y avait pas trop de talent dans cette équipe. Je sais que ça peut paraître un peu paradoxal, mais qui dit beaucoup de talent dit hiérarchie, dit des déçus et l'obligation pour le staff de faire les bons choix justement à ce niveau-là. Je pense que c'est peut-être là aussi que Nate McMillan finalement a aidé cette équipe au moment où il est arrivé. Belle surprise. Toi, comment tu sens les Hawks, Antoine, toi, comment tu les Alors, vois? moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, que je trouve très bien construite, et même avant cette année. C'est-à-dire qu'effectivement, comme a dit Shai, ils ont Travis Schlenk, qui était avant aux Warriors et qui est arrivé et qui a clairement ouvertement reproduit le modèle de ce que les Warriors ont fait sur leur développement. Et je pense que les Hawks de cette année sont en avance par rapport aux Warriors de 2014, si on compare l'année juste avant Mhm. le titre. Je pense que les Hawks de cette année sont en avance, mais que, paradoxalement, ils n'auront pas le même plafond et qu'ils iront moins haut, bah, évidemment, que les Warriors. Bon, forcément, c'est une équipe qui a gagné 3 titres. Mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe est très bien construite dans le sens où, en très peu de drafts, ils ont réussi à mettre la main sur plusieurs jeunes et sur plusieurs bons jeunes. Donc, déjà, drafter des bons joueurs, c'est pas facile. Eux, ils ont su le faire, mais en plus, ils ont drafté des bons joueurs qui se complètent les uns les autres. Donc, franchement, il y a un travail qui est vraiment très, très bon depuis la 2018. Ouais, 2018. Je pense que Trae Young, Kevin Werther, DeAndre Hunter, Cameron Reddish, même si je pense que c'est lui qui sautera, et Onyeka Okongwu, tu as potentiellement un 5 majeur que tu as drafté comme ça en 3 ans. Et ça, c'est excellent. Maintenant, la question, c'est que là, en fait, ils sont dans la période la plus facile. Il n'y a aucune pression sur eux. Il y avait des attentes pour qu'ils se qualifient en playoff, mais il n'y avait pas d'attente pour qu'ils aillent au-delà du premier tour et encore moins qu'ils passent le deuxième. Donc là, ils peuvent jouer complètement décomplexés. Et il y aura des choix à faire quand tu sais, quand il va falloir, quand tu as plein de jeunes, il y a un moment, il faut signer les extensions de contrat. Mm. Tu ne peux pas re-signer 5 mecs. Ils vont tous vouloir, tu es tous obligé de les payer pour les garder. Donc, je ne peux pas garder tout le monde. Il va falloir faire les bons choix, comme tu as dit Théo. Et moi, bizarrement, leur limite, c'est là où je vais aller à contre-courant, c'est que pour moi, leur limite va être Trae Young, en fait. Je pense que c'est un franchise player. Et je pense que c'est un multiple All-Star. Je pense que ça va être un des joueurs phares de la ligue. Mais des joueurs qui te mènent au titre, c'est injuste, mais il y en a que. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas juger les gens sur les bagues. C'est qu'il y en a quoi? 4, 5. Il y en a 4, 5 dans la ligue à chaque fois, des gars qui vraiment te mènent au titre. Et je pense que Trae Young, pour faire la comparaison avec les Warriors, n'a pas le plafond de Stephen Curry. Je pense qu'il manquera quelque chose et qu'il ne pourra pas passer le cap qu'a passé Stephen Curry à un moment entre superstar et mec vraiment qui te fait gagner. Et cette différence-là, je pense que les Hawks seront toujours bien placés, mais j'arrive pas comme ça, là, d'un coup, à les imaginer champions NBA, Mais est-ce que, même dans mais est-ce que 6 les ans, Hawks, même dans 7 ans. mais est-ce que les Hawks évoluent? Là, je pense qu'ils vont pas évoluer dans le même contexte que les Warriors de 2014 avec la même opposition. Là, on est dans une période un peu bâtarde avec LeBron, le joueur qui domine absolument, qui est dans une période un peu compliquée avec les blessures, etc. Les autres joueurs, là on est vraiment dans une période compliquée après en post-pandémie avec des blessures de partout. J'ai l'impression que c'est le genre d'équipe, alors peut-être pas cette année, quoique ça reste à voir, qui va être capable de se faufiler dans une fenêtre s'il y a une opportunité pour aller choper un titre. Ça me paraît pas invraisemblable quand tu vois qu'en face, la Brooklyn, même si, admettons qu'il y ait une finale de conférence Brooklyn-Atlanta, on va dire ça, c'est les deux équipes qui sont les mieux parties. Si les Hawks jouent une équipe où il n'y a que Kevin Durant avec un Harden à 10%, tu vois, j'ai l'impression que c'est une équipe Je qui suis même peut. pas sûr qu'ils passent. Non, Franchement, là, non, mais après, oui, dans le non. futur, oui, peut-être. Non, Mais non, tu mais vois, je vois ce que tu j'ai veux dire. l'impression que le futur est tellement incertain que c'est le genre d'équipe voilà, et Trae Young est le genre de joueur qui me paraît un peu insensible à toute forme de pression et de contexte et qui va jouer tout le temps pareil. Et voilà, et encore une fois, je le voyais pas comme ça au début, honnêtement. Donc Mais je suis voilà, d'accord. voilà. Je suis d'accord, je pense qu'ils peuvent faire une finale. Tu vois, ça me rappelle un peu la conférence Est du début des années 2000. Et encore, je vais apporter une différence. Parce que moi, T'es dur non, quand même. oui, Il y a non, plus mais de parce que, talent. non, bien sûr, non, mais je vais apporter la nuance. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu peux tu peux une année faire une finale. Mais oui, bien sûr, c'est pas pareil. Pardon, la comparaison mauvaise. Je vais en venir après à moi, l'équipe que je pense va dominer l'Est. Mais les Hawks, bien sûr, ils peuvent faire une finale. Je pense vraiment qu'ils seront forts
parce que Trae Young est fort, que ça sera une superstar et qu'ils ont des jeunes et l'équipe est intéressante. Juste que ce cap-là, le cap de je fais la finale comme le Heat l'an dernier et le cap de je gagne un titre, tu vois, faire une finale, tu peux y arriver. Trae Young, il peut faire une saison où il est élu MVP. Mais si tu dois me dire dans le futur quelle équipe qui va dominer entre celle qui a Luka Doncic et celle qui a Trae Young, et je fais exprès de choisir Doncic vu que c'est celui qu'ils ont tradé pour avoir Trae Young, bah, je vais miser toujours sur l'équipe qui a Doncic en fait, parce que je pense qu'il lui, il aura ce cap de je vais faire gagner mon équipe, tu vois, encore plus loin. Vraiment, je vais la faire gagner au bout du bout. C'est-à-dire que Trae Young, je pense aussi qu'il peut la faire gagner, aller jusqu'en finale de conférence, aller peut-être jusqu'en finale NBA, mais un titre, Ce qui c'est est déjà vraiment encore énorme, autre chose. hein. Ce qui est Oui, ce déjà qui est déjà énorme. énorme. Parce qu'effectivement, rien que le fait que tu dises que tu penses que Trae Young peut devenir potentiellement faire une MVP, saison de MVP, c'est déjà, bien pour sûr. moi, c'est déjà au-delà de ce que j'imagine ce joueur pouvoir faire, mais ça serait déjà un scénario Pour idéal les Hawks, pour Atlanta. mais bien sûr, pour les Ouais. Hawks, c'est une équipe qui est pas, tu vois, qui a pas cette habitude, donc bien sûr. Mais du coup, moi, l'équipe que je vois dominer l'Est, ça dépend ce qu'on parle de futur, mais c'est les Nets, en fait. Sur les 4 années à venir, ils auront toujours le problème des blessures. Je les ai pas cités parce que c'était entre guillemets l'évidence. S'ils sont à 100%, ils arrivent déjà à être bons en étant pas les trois à 100% quasiment. Oui, ça me paraissait évident. Ouais. Parce Mais qu'ils ont ce joueur qui est Kevin Durant qui te fait gagner, en fait. alors voilà, la transition avec les Nets, effectivement, coule de source. Totalement d'accord sur le talent des Nets. Moi, j'avoue que ce qui m'a deux choses avec les Nets. Je pensais pas que la mayonnaise prendrait aussi vite. On en avait déjà parlé une fois, mais le fait que James Harden change de rôle aussi facilement, je m'attendais pas à ce que ce soit le cas. Donc dans ma tête, ils sont déjà largement en avance sur le point où je pensais qu'ils en seraient aujourd'hui. Mais ce que je trouve assez vraiment passionnant avec Brooklyn au bout du compte, c'est que bien sûr KD, bien sûr Kyrie quand il est là et qu'il n'est pas blessé ou qu'il est là tout court, bien sûr James Harden, mais ce que j'ai trouvé impressionnant avec Brooklyn cette année, c'est la manière dont ils ont ajusté le roster en cours de saison avec voilà, un joueur comme Blake Griffin. On en avait déjà parlé juste après le trade, mais son apport pour moi, il est énorme parce que ça veut dire que dans une fin de match serrée, au lieu de. C'est pas tant sur ses. Comment dire? C'est pas tant sur ses qualités intrinsèques, points, rebond, défense, c'est sur le fait de pouvoir compter sur une fin de match sur quelqu'un qui sera capable de prendre la bonne décision. Quelqu'un qui aura été All-Star à plusieurs reprises, qui a été très fort, on en a même parlé une année ou deux, il était dans la course pour être MVP. Et donc cette capacité à prendre la bonne décision dans des fins de match serrées, là sur le dernier match, j'ai trouvé à nouveau très bon là-dessus. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Et je trouve que cette équipe des Nets, on a beaucoup des joueurs comme ça. Alors, vous le savez, vous, les gens ne le savent pas, mais je suis clairement pas le plus grand fan de Jeff Green et je suis pas sûr que à ce niveau-là, c'est un bon joueur, hein, mais j'ai souvent été déçu par son apport dans des matchs serrés ou des matchs à enjeu. Je suis pas certain qu'il puisse répliquer sa performance du match 5 avec autant d'efficacité, mais malgré tout, là aussi, un joueur expérimenté qui a connu beaucoup de scénarios, qui a joué avec des grands joueurs, capable de faire le bon choix, provoquer le bon passage en force, de faire la bonne extra passe de plus au bon moment. Et cette équipe des Nets, effectivement, coachée comme elle l'est pour l'instant, avec le talent de ses joueurs, elle est impressionnante. Je pense, très dangereuse pour tout le reste des équipes de l'Est. Mais il reste, vous l'avez souligné tous les deux, cette énorme incertitude autour de la durabilité et simplement, enfin, on en blague entre nous, mais on a l'impression que des fois, comment dire, Steve Nash découvre le 5 majeur quand il arrive à la salle en voyant qui est en train de s'échauffer ou pas, quoi. Ouais, les Ah, blessures, ça sera leur vraiment. Pardon, Shai, les Non, blessures, non, ça sera leur plafond chaque année, quoi. bah oui, parce que tu as KD qui, mine de rien, bon, lui, au final, c'est presque celui qui tient le mieux. Bon, il a été blessé dans la saison, mais il a quand même eu la pire blessure possible pour un joueur de basket. Personne n'est Euh, revenu aussi bien de cette blessure que KD. ah, ah ouais, non, Point. chez les gars, c'est sûr. Bah, Kyrie, voilà, à la fois, il y a et les blessures et les à côté. Harden, là, m'a pas l'air d'être sur une pente physique qui sera synonyme de saison à 82 matchs. Voilà, c'est plein de trucs comme ça qui. Mais sinon, évidemment, de toute façon, c'est impossible de dire de penser autre chose. Logiquement, c'est même que ça doit être l'équipe qui domine la conférence Est, en fait.
Mais Ouais, sur... c'est vrai que pour James Harden, c'est pas de bol pour les Nets parce que c'est quand même un modèle justement Ouais. ce joueur-là n'était quasiment jamais blessé. Donc là, Mm. c'est pas de bol pour les Nets. Ça tombe l'année où il le récupère il manque des matchs. Mais effectivement, grosse incertitude. Donc on a parlé un petit peu des Bucks tout à l'heure. On peut y revenir si vous le voulez sur leur avenir. Mais là, je serais tenté de parler des Sixers un petit peu. Au Ouais. cas où si jamais ça ne devait pas aller au bout cette année, quel avenir vous voyez aux Sixers et dans quelle mesure? Je crois Ce que je veux dire par là, qu'Antoine, c'est. ouais. Vas-y. Je crois qu'Antoine, il a une solution toute trouvée à proposer au front office des Sixers. Il nous en parle souvent. Ouais. Ah, pour Ben, ouais, en fait, enfin, Parce que sur le papier, on en a parlé, c'est plein de c'est talent, dur, mais quoi. moi, je Ouais. suis d'avis qu'à un moment, ils vont devoir transférer Ben Simmons. Mais moi, j'adore Ben Simmons. Et je pense qu'il est pas, il est malheureusement, il peut pas se mettre autant en valeur que ce qu'il devrait. Il faudrait qu'il joue dans un autre système. Je pense que je fais partie de ceux qui, depuis un longtemps, pensent que Simmons et Embiid, ça peut pas marcher en fait. Je comprends qu'il y a un certain entêtement à se dire non, mais si ça va marcher. Je comprends même qu'il y ait des raisons de penser qu'avec l'effectif actuel qui est nettement mieux construit, ça peut plus ou moins marcher mais je, je, je pense qu'en fait, Simmons ne pourra jamais jouer à son plein potentiel tant qu'il sera avec quelqu'un comme Embiid. Ou tant qu'il n'aura pas de shoot. Ça va, tu peux aussi le dire dans ce sens-là. Mais avant de parler de sa progression, rien que sur ses qualités actuelles, c'est déjà un super joueur en fait. Mais il ne peut pas trop le montrer à Philly parce que Philly, il est obligé un peu. Je ne vais pas dire qu'il a un rôle à la Draymond Green, ce serait faux, mais il peut pas se mettre en valeur, il peut pas faire parler toutes ses qualités de playmaker s'il n'est pas entouré de quatre shooters autour de lui. Il peut pas jouer de la même manière si tu es obligé de jouer de la moitié de tes possessions sur demi-terrain pour que Embiid il ait ses ballons dos au panier. Et ce qui est logique, c'est logique. Les Sixers, ils ont envie de donner la balle à Embiid dos au panier. C'est le pivot le plus dominant de la ligue en 1 contre 1. Si tu prends et encore, ça peut avec Jokic. Avec Avec Jokic, ouais. Jokic, ouais, parce que Jokic, en plus, a le côté passe qui le rend encore plus fort. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, autant gagner du temps et prendre tout de suite le pli de se dire bon, bah, on break up les deux et on essaye de construire que autour d'Embiid. Mais Et ouais, le pire, c'est qu'après ces playoffs-là, si là ils sortaient, moi je pense pas qu'ils vont perdre contre les Hawks. Pour être honnête, je pense qu'ils vont passer. Mais je suis quasiment persuadé qu'ils ne seront pas champions. Parce que comme tu as dit, Shai, ils n'ont pas une attitude de champion, c'est pas une équipe de champions, je pense pas. Mais du coup, j'ai peur qu'après ces playoffs, Ben Simmons, il n'est même pas la vraie valeur qu'il pourrait avoir sur le marché des transferts, tu vois. Donc j'ai peur qu'ils aient pas déjà raté le coche, en fait. Mais bon. Mais c'est pour ça que je vais en revenir à Doc Rivers parce que voilà, j'ai pas compris cette signature à l'intersaison. Parce que pour moi, effectivement, la question, c'est ça, la question de la compatibilité entre les deux joueurs. Antoine, tu la soulignes, elle est importante, elle est primordiale pour les Sixers. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que les très grands joueurs trouvent toujours le moyen de pouvoir jouer ensemble, à condition d'être mis dans la situation de le faire. Et quand les Sixers ont décidé de changer de coach, moi, je pensais, enfin, de mon point de vue, il fallait un entraîneur qui apporte un plan de jeu vraiment, pas une personnalité, pas un player's coach, que c'était justement l'important, c'était de trouver un entraîneur qui allait trouver un système de jeu ou d'alternance qui permettrait aux Sixers de tirer le maximum de leur potentiel. Et là, effectivement, ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant quand tu parles de Ben Simmons, quand tu dis qu'il ne peut pas exprimer toutes ses qualités, c'est d'autant plus dommage que j'ai l'impression qu'une de ses qualités, c'est de permettre aux autres de s'exprimer. Ce n'est pas un joueur de stats, ce n'est pas un croqueur, c'est, à mon sens, un vrai compétiteur qui aime jouer, partager le ballon. Et en fait, il demande rien de plus que de pouvoir être dans un système qui lui permette de le faire. Et quitte à jouer avec Joel Embiid, quitte à jouer avec. Même honnêtement, quand les Sixers avaient Jimmy Butler, je ne comprenais pas vraiment la problématique. Parce qu'avec Jimmy Butler, pour moi, les Sixers avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient Ben Simmons pour pousser la balle sur le jeu rapide, sur transition, mettre une pression incroyable sur le repli défensif des adversaires. Et ils avaient Jimmy Butler pour jouer le créateur sur attaque posée. Pour moi, c'était l'idéal pour cette équipe. mais là, on parle du point de vue de Ben Simmons. Moi, j'ai aussi tendance à penser que le partenariat est pas forcément idéal pour Embiid non plus. Et que ça fonctionnerait, ce qui fonctionnerait le mieux pour lui, vu qu'on va dire que
il a des caractéristiques parfois de pivot à l'ancienne qui domine à l'intérieur, qui enfonce l'adversaire, même si on sait qu'il s'est shooté. Hein. En fait, j'ai presque envie de le voir avec un meneur ou un arrière plus traditionnel à l'ancienne. Tu veux qu'il signe Damien Lillard, à vous. Voilà, peu importe, mais vraiment, voilà, quelqu'un, un meneur plus traditionnel. J'ai l'impression que effectivement, j'avais plutôt tendance à penser qu'il fallait laisser du temps aux deux, que peut-être Doc Rivers n'était pas si mauvais parce qu'il savait gérer les égos et les personnalités. Ça, mine de rien, c'est quelque chose qu'il a plutôt bien su faire dans sa carrière avec Boston, même un peu les Clippers. Dans une certaine mesure, aux Clippers quand même, parce que le Ouais. vestiaire n'avait pas l'air d'être le plus serein de la ligue. Non, c'est sûr. Mais là, à Philadelphie, on sait clairement que Embiid et Simmons ne sont pas les meilleurs potes depuis le premier jour. Moi, je m'étais dit, et ça avait l'air de fonctionner en saison régulière d'ailleurs, hein. S'il n'y a pas les blessures, Embiid, il peut être MVP. Simmons, il n'est pas loin d'être meilleur défenseur de l'année. On peut dire que Doc Rivers a apporté, je sais pas, de l'harmonie, quelque chose comme ça, qui est pas forcément palpable. Mais là, maintenant, pour le coup, avec des matchs de ce genre-là, ouais, j'ai tendance à me dire que je sais pas si les deux sont vraiment faits l'un pour l'autre. Okay. Leur saison régulière, en fait, c'est là qu'on se rend compte que la saison régulière, c'est beaucoup trop trompeur parce que tu ne joues pas du tout les mêmes défenses. Il y a des lacunes. Les lacunes de leur duo, elles s'illustrent vraiment quand les défenses se resserrent et quand tu joues dans une autre atmosphère. Je trouve que c'est là que tu vois le plus leurs limites. Pendant la saison régulière, tu peux te contenter de jouer avec tes forces, en fait. Et si tu as un bon système ou si tu as des joueurs forts, tu peux gagner en saison régulière. En playoff, tu es obligé de composer avec les ajustements de l'adversaire et le fait qu'ils vont cibler tes faiblesses. Et que ce soit dans le cas des Bucks, dans le cas des Sixers, là en ce moment, on voit que c'est effectivement la limite de ces deux équipes, quelle que soit la raison. Après, on peut dire que c'est la faute des uns ou des autres, mais c'est les deux choses qui font qu'elles sont menées aujourd'hui, qu'elles se retrouvent un peu dos au mur dans cette saison. C'est fou quand même que le fait que tu aies parlé de Butler et qu'ils aient tout, c'est quand même une équipe, tu vois, on parle souvent de la difficulté à créer une équipe qui est capable d'aller au bout. Et en fait, eux, ils ont pas remis le couvert après une équipe qui a perdu à un rebond près, comme tu disais en off, de sans doute jouer une finale NBA. Après, ils n'auraient peut-être pas battu les Bucks, on ne sait pas, mais j'ai mon avis sur la question. Je pense qu'ils auraient battu les Bucks et qu'ils seraient allés en finale. En 2019 et donc peut-être de gagner le titre si on part sur le principe que Durant et Klay Thompson se blessent. Ces gars-là, ils n'ont pas gardé cette équipe avec Simmons, Embiid et Jimmy Butler. Ils ont re-signé Tobias Harris et tout ça pour laisser filer Butler. L'erreur, je la trouve dingue en fait. Ouais, énorme erreur hein, quand même, effectivement. De l'extérieur, c'est toujours facile après, avec le recul, de la noter, mais là, pour le coup, on l'avait noté en temps réel, en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font, les Sixers même si, bon, on a compris après coup qu'ils avaient certainement perdu Butler avant la finale, enfin, oui, avant les playoffs. Avant les playoffs, avant même les renégociations, parce que ça ne se passait pas forcément bien en interne, soit avec le groupe, soit avec le coach, tout n'est pas clair, mais effectivement. Et opportunité vraiment ratée de la part des Sixers. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de talent, que ce soit dans le cas des Bucks ou des Sixers, pour que ces équipes soient fortes l'an prochain. Je leur souhaite, ne serait-ce que pour la qualité des débats et de la conférence, qu'ils trouvent les ajustements nécessaires, que ce soit du côté du coaching staff ou de trade. En tout cas, je trouverais ça dommage je pense que ces équipes-là ont le sentiment quand même de ne pas être si loin que ça du but recherché, donc ils ne vont pas repartir sur des reconstructions. J'aurais deux questions à vous poser concernant les équipes qu'on a mentionnées rapidement, le Heat et Boston, qui sont dans des situations complexes. De chaque côté, il y a des joueurs très forts. Jimmy Butler et Bam Adebayo à Miami, et les deux Jalen à Boston. Il y a un noyau qui est là, qui est intéressant, autour duquel tu peux construire. Mais clairement, là, ces deux équipes ont quand même pris un pas de recul par rapport à la concurrence dans leur conférence cette année. À quel point est-ce que vous êtes confiants l'un et l'autre de voir ces équipes repartir vers le haut l'an prochain, l'une ou l'autre, hein, d'ailleurs, leurs destins ne sont pas forcément liés. Moi, je pense que c'est pas pareil pour les deux déjà parce que, sauf surprise et malgré les quelques rumeurs qu'il y a eu les derniers jours, je pense que Spoelstra sera toujours sur le banc. Donc, ils ont toujours la fondation Spoelstra-Riley pour construire ou reconstruire une équipe. Boston, même si Brad Stevens reste dans l'organigramme, il va devoir trouver un coach.
Miami, il y a aussi, en tout cas pour l'instant, et l'argument ne tiendra plus la saison prochaine, mais il y a l'argument avancé par LeBron et compagnie du fait qu'ils ont joué la saison dernière qui s'est achevée très très tard et ils ont pris de plein fouet le manque de repos et les blessures, le Covid et tout ça. Et que c'est peut-être une saison à part et qu'en ayant le même noyau autour de Butler et d'Adebayo, qui peuvent revenir rapidement dans les top 3, top 4 et se retrouver compétitif pour une finale de conf. Pour Boston, justement, j'attends un peu de voir qui va être nommé et comment ils vont renforcer l'équipe qui qualitativement me paraît un peu plus légère, même si Tatum et Jalen Brown sont quand même des belles fondations. C'est là où, pour moi, où la notion de futur, la définition exacte de ce qu'on appelle le futur de la conférence Est rentre en compte. C'est-à-dire que si tu prends vraiment sur le futur proche, sur les 4 années, je pense que sur les 4 ans à venir, et c'est ça qu'on n'a pas dit sur les Nets, c'est juste si je peux rajouter ça, je pense que les Nets ont une fenêtre beaucoup plus longue que ce qu'on aurait pu penser. Ils ne sont pas du tout dans un état d'urgence, en fait, même s'ils ne gagnent pas cette année. Parce que Kevin Durant, en revenant aussi fort, il a prouvé que là, jusqu'à sans doute 36, 37 ans, il va être très dominant, tu vois. C'est un joueur qui a tellement de qualité technique qu'il peut renverser des matchs encore très tard dans sa carrière, un peu comme Curry. Et je pense que les Nets ont vraiment une fenêtre assez longue d'au moins 4 saisons où ils peuvent dominer la conférence. Par contre, ce qui est intéressant pour Boston et Miami, c'est que je pense que dans toutes les équipes qu'on a citées, c'est eux qui ont les meilleurs jeunes. C'est-à-dire que Boston a vraiment les meilleurs jeunes talents, Tatum et Brown, et juste sur ça, ils peuvent être optimistes et se dire, OK, bon, a priori, on a des raisons de se dire que d'ici 5 ans, on va peut-être être très, 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 très fort. Par contre, effectivement, ils n'ont pas la structure de Miami. C'est-à-dire que là, ils vont, comme tu as dit, devoir retrouver un coach, créer un peu de stabilité après le changement de. Enfin, ça laisse un vide, le départ de Danny Ainge. Il y a un changement complet avec Brad Stevens qui arrive dans un nouveau rôle. Donc, il va falloir qu'ils voient ce que ça donne. Mais je pense que tant qu'ils ont Tatum et Brown, ils peuvent se dire, OK, dans 5 ans, si on construit bien, on peut être la meilleure équipe à l'Est. Miami a la meilleure structure, mais je pense que Bam Adebayo et Tyler Hero ont un peu moins de plafond que forcément que Tatum et Brown, mais ça reste des super jeunes joueurs. Et du coup, tu peux te dire qu'avec la structure qui est déjà en place, tu arriveras peut-être à signer un bon mec à un moment. Tu vois, si dans 2 ans, il y a une superstar qui veut se barrer, tu seras toujours en fait prétendant à South Beach pour récupérer des gars. Donc, c'est deux équipes que tu peux pas, sur le futur à moyen et long terme, que tu ne peux pas écarter en fait. C'est très intéressant ce que tu notes sur cette notion de futur, Antoine, parce qu'effectivement, moi, ce qui me semble complexe pour Miami et pour Boston, c'est que je pense que leur fenêtre est courte. Pour des raisons très différentes. Pour Miami, parce que le nombre d'années où Jimmy Butler sera encore à son meilleur niveau, un joueur qui prend de l'âge, qui a beaucoup, beaucoup donné, notamment durant ses années Bulls. Donc, ils savent que s'ils veulent profiter de Jimmy Butler à son meilleur niveau, la fenêtre est courte. Pour Boston, la question elle est un peu différente. Le problème, c'est qu'effectivement, oui, tout à l'heure j'ai dit les deux Jalen, n'importe quoi, Jason Tatum et Jalen Brown, pardon, deux des plus gros, comment dire, potentiels, deux des plus grands talents parmi les jeunes, mais on sait maintenant que ce type de profil, si ça commence pas à jouer bien, à gagner ou du moins à faire des finales, l'appel des autres équipes va être très très fort et que maintenant, enfin, je vais pas rentrer dans la problématique de le débat de savoir si c'était mieux avant ou si c'est mieux maintenant. Toujours est-il que les joueurs ont compris malgré tout qu'ils peuvent faire la carrière qu'ils veulent, aussi fantastique soit-elle. S'ils n'ont pas un titre, on leur dira tous que c'était pas des vrais champions et pas des vrais gars et des vrais vainqueurs. Donc il y a cette espèce de nécessité tacite de gagner le plus tôt possible finalement pour ensuite pouvoir vivre sa carrière comme on le veut. Kevin Durant s'est fait allumer dans tous les sens là-dessus. Le calcul n'a pas totalement fonctionné comme il l'espérait. Néanmoins, il a avec ses 2 titres avec Golden State, on ne pourra jamais lui dire que ce n'est pas un grand champion. Et finalement, il a pu choisir d'aller à Brooklyn, jouer avec les joueurs qu'il a choisis. Et l'avenir dira jusqu'où ils pourront aller de ce côté-là. Mais finalement, il a pu s'offrir cette liberté de mouvement et d'esprit parce qu'il a gagné. Et donc, si Boston, ça prend un peu de temps à se mettre en place, soit parce que les Celtics n'arrivent pas à recruter suffisamment, encore une fois, je trouvais que l'effectif était quand même un peu plus limité que par le passé cette année, soit que la sauce ne prend pas tout de suite avec le nouvel entraîneur et le mode de fonctionnement.
très vite, la pression médiatique et des autres clubs qui vont commencer à appeler, et des agents qui vont commencer à se parler, et des joueurs qui vont commencer à se parler l'été en mode tu devrais venir jouer avec moi, je pense que ça serait mieux pour toi, etc. Ça va vite jouer. Donc Boston et Miami, je pense que pour ces deux équipes, pour deux raisons différentes, l'été va être vraiment crucial pour déterminer quel sera leur avenir, du moins leur place dans la hiérarchie de cette conférence Est à l'avenir. Ah, c'est intéressant ce que tu notes sur Boston, là. C'est vrai que Tatum, tu dois quand même montrer. Après, ils ont déjà fait une finale de conférence, mais c'est vrai que c'est marrant ce sentiment d'urgence là parce que bon, c'est la conférence Ouest, mais ça s'applique presque aux Mavericks en fait aujourd'hui avec Doncic et avec n'importe quelle équipe qui maintenant draft un jeune joueur. Ouais. Alors que on oublie trop souvent qu'en fait c'est normal de ne pas gagner pendant tes 5, 6, 7 premières saisons. Jordan, il met 7 ans avant de gagner. Il y a un problème de mentalité en fait sur ça, sur la vision de la bague et du titre en NBA en fait. Disons qu'il vaut mieux pas trop se louper. C'est pour ça qu'on pourra en revenir aux Sixers tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, ils passent peut-être à un rebond sur l'arceau de faire une finale, peut-être de finale de conférence, peut-être de finale NBA éventuellement, voire de champion. Et dans ce cas-là, tu sais que ça change toute la dynamique de ton équipe. Des équipes comme les Blazers ou les Sacramento Kings continuent à faire des cauchemars en voyant soit des quatrièmes cartons foirés, soit des matchs à l'arbitrage plus que honteux qui ont impacté à vie, enfin limite, jusqu'à preuve du contraire, ces équipes n'ont toujours pas gagné, qui ont impacté toute la dynamique de leurs De la équipes et de leurs franchise, ouais, franchises. clairement. Est-ce qu'il y a d'autres équipes à l'Est du coup que vous arrivez à imaginer je sais pas, les Knicks Justement, j'avais mentionné les Knicks, mais c'est plus, je ne les vois pas dominer la conférence Est l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais par contre, là, pour une fois, ce qui est excitant, c'est que là, il y a les fondations de quelque chose. Il y a une stabilité, une idée de jeu à peu près compréhensible avec Thibodeau. Ils ont de la place pour recruter normalement. Ils sont enfin, en fait, ils sont un peu dans la situation dans laquelle étaient les Nets en sortie du trade avec Boston, où on se disait, ah là, là, c'est la pire situation possible. Et au final, ils ont reconstruit de façon un peu besogneuse et ça a montré que la franchise était stable. Donc là, si les Knicks arrivent à être considérés comme stables, donc je ne sais pas si un an ça va suffire, mais s'ils arrivent à être considérés comme stables et à attirer les free agents ou à ce que les gens aient envie de revenir là sur ce gros marché et sur cette équipe historique, parce que mine de rien, c'est quand même Enfin, moi, je trouve que c'est peut-être le plus beau challenge. Là, aujourd'hui, dans ta carrière, si tu fais gagner un titre au Knicks, t'es le roi du monde, quoi. Tellement historiquement, ça fait longtemps qu'ils n'ont rien fait, que c'est une situation ultra compliquée. Voilà, donc je suis plus curieux et intéressé par ce qu'ils vont faire que sûr et certain que ça va bien se passer. Ça reste les Knicks et une saison n'est pas garantie que ça se passe bien après, quoi. Ouais, bah, comme tu le dis, hein, je pense que le pire ennemi des Knicks, c'est les Knicks, voire c'est James Dolan. Donc là, déjà, c'est super pour le basket en général de revoir New York faire des playoffs, être compétitif, concurrentiel. Maintenant, il y a deux choses, quoi. Soit, je pense que ça va prendre soit un petit peu de temps si vraiment la situation s'est assainie et que pour que des stars ou des joueurs du moins forts aient envie de venir ici en se disant bah, si ça se passe mal, c'est pas moi qui vais me retrouver à la une du New York Post avec marqué imposture en énorme sur le titre. Euh, soit, en fait, je dis ça, mais en même temps, j'ai tellement peu confiance dans la capacité de James Dolan à arrêter de faire des conneries ou arrêter de faire n'importe quoi que j'ai malheureusement. Enfin, je vais mettre à dos toute la Knicks Nation, là, ma boîte mail va exploser. Mais tant que James Dolan sera dans l'organigramme du club, je serai toujours prudent quand il faudra parler de New York, malheureusement. Mais c'est la première année où il est aussi détaché. C'est-à-dire que même quand il avait nommé Phil Jackson, enfin, pour qui c'était clairement pas le meilleur job à ce moment de sa vie et tout ça, il était toujours plus ou moins à traîner autour. Il y avait des histoires sur lui, des articles sur lui, sur ce qu'il défendait, ce qu'il voulait faire pour la franchise et machin. Là, il a vraiment complètement disparu en fait. Donc, j'ai l'impression que Leon Rose, c'est une personnalité un peu différente de ce qu'il y a eu sur les dernières années. Il a le carnet d'adresse. Là, pour le coup, c'est un ancien agent. Les stars, si elles estiment que la situation est stable, elles peuvent être attirées par le marché de New York, quoi. Et le fait que Leon Rose soit là, c'est l'ancien agent de je sais pas combien de stars de la ligue. Je pense que ça peut compter aussi. C'est vrai que ça va être intéressant parce que ce que tu notes, c'est très vrai et c'est intéressant parce que
je pense que les autres stars, ou du moins les gros joueurs, vont regarder comment les Knicks vont traiter leurs joueurs actuels. Eh oui. Et donc là, finalement, ils sont dans une situation intéressante où leur meilleur joueur toute la saison s'est complètement foiré en playoff. C'est pas de lui faire injure, hein, je pense que c'est vrai, il a pas fait les playoffs qu'il voulait faire. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe pour lui dans les saisons prochaines. Mais justement, en fait, c'est presque ça le pire, c'est que pour avoir un beau regard auprès des stars, ils vont devoir le payer très très cher. Et en le payant très très cher, ils vont ce qui en fait, c'est pareil, je vais me faire attaquer par la Knicks Nation aussi, mais Randle, ils vont le payer trop cher en fait. Ils vont le payer trop cher pour le joueur qu'il est. Peut-être, mais regarde. Cette saison, elle est trompeuse pour les Knicks en fait. Elle est encourageante et trompeuse à la fois, selon moi. C'est un Regarde paradoxe. Brooklyn. Regarde Brooklyn avec D'Angelo Russell qui est All-Star chez eux là, dans une équipe besogneuse. Oui, Où mais ils l'ont pas il le payé. paye. Il lui Mais font signer un gros contrat, il me semble. Non, au moment où il le signe, il échange Ah oui, c'est un à sign and Golden trade. State. C'est un Donc en sign fait, and c'est trade, t'as pas eux raison. qui lui filent le max. C'est T'as pas... Et raison. c'est là où ils sont intelligents, c'est qu'ils ont réussi à le dégager en sachant pertinemment que ce gars-là, c'était pas ça qui allait leur faire passer un cap. Et ils le filent aux Warriors. Et en fait, les Knicks vont pas faire la même chose. Et la différence aussi avec les Nets, c'est que les Nets se sont reconstruits dans un bon timing, sans justement dépenser de gros contrats. Il n'y a pas de stars en fait, il n'y avait que vraiment des bons choix, des bonnes trouvailles. Les Knicks en ont aussi quelques-unes. Et sans se mettre de pression de se dire on va recruter une star, c'était d'abord juste on revient tranquille. Les Knicks, il y aura très vite la pression de ouais, il faut qu'on aille plus Ouais. haut. Maintenant qu'on a fait un tour, il faut qu'on aille plus haut. Alors qu'en fait, les Nets n'avaient pas cette pression et les Nets ont pu se reconstruire tranquillement pour arriver au moment où tu as Kyrie Irving et Kevin Durant qui sont free agents en même temps. Sauf que les Knicks, ouais, Vas-y, pardon, excuse-moi. non, Ouais. et les Knicks, il n'y a pas de gros free agents en fait là. Kawhi Leonard, il ne va pas partir des Clippers, tu vois. Anthony Davis, il ne va pas partir des. Ouais, Anthony Davis, de toute façon, il a prolongé. Mais il n'y a pas de gros free agents en fait. Et ils vont sans doute à un moment surpayer un mec, Randle déjà sûr, et ils vont en surpayer un deuxième à un moment sans arriver à passer ce cap en fait. Et à terme, j'ai peur que, comme Théo a dit, que tant qu'il y a Dolan, il y a un moment où ils vont être plutôt corrects, voire bons, et redevenir médiocres. D'autant que ce que tu disais sur les Nets et les Clippers, ils ont eu la chance que les joueurs les choisissent en fait. C'est même pas qu'ils Oui. ont reçu recruter Kevin Durant et Kyrie Irving, c'est qu'ils ont choisi d'y aller ensemble et que ça a changé toute la dynamique de leur équipe, tout comme les Clippers ont eu, après une saison que j'ai trouvé plutôt sympa d'ailleurs, ils ont eu deux superstars qui décident à nouveau de venir jouer chez eux. Donc bon, la force de New York, c'est New York. On sait maintenant que ça ne suffit pas pour faire venir des stars. Je souhaite pour les fans d'Enix qui n'ont quand même pas mérité autant de nullité aussi longtemps que ça change. C'est toujours excitant de voir une équipe forte à New York. Donc j'espère que ça bougera, mais bon, avec la question tant qu'il y a Dolan, ça restera compliqué. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant avec cette conférence S, je pense, c'est qu'il y a finalement très peu de certitudes. Une équipe très forte, mais tellement souvent embringuée dans des problèmes de blessures qu'on ne sait jamais quelle équipe sera là. Des équipes qui ont des effectifs vraiment lourds, mais pour qui ça ne fonctionne pas à plein régime. D'autres équipes comme les Hawks en plein devenir qui seront eux aussi à un carrefour cet été. Je veux dire, ils sauront de quoi ils sont faits dans les mois qui viennent. Et puis les wildcards un peu Heat, Celtics ou Knicks pour la saison prochaine. Je pensais pas au début de l'année que les cartes seraient aussi que ça serait aussi peu clair de quelle manière les cartes ont été distribuées. À voir. Donc de toute façon, ces playoffs vont peser lourd. Bucks et Sixers, ça joue très très cher. Je veux dire pour leur avenir à court terme. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez un petit pronostic quand même pour chacun, je vous mets au défi, là, un petit pronostic de savoir quelle équipe de l'Est va sortir et rejoindra les finales. Si vous deviez mettre une petite piécette, là, sur qui est-ce que vous la mettriez? C'est dur, ça change tellement tout. Enfin, là, j'ai l'impression qu'à chaque match de chaque série, toutes les croyances et ce qu'on pensait est remis en cause, quoi, entre les blessures des uns et les craquages des autres. Là, alors, on va partir de l'idée que Harden va pas se reblesser et va rester à un niveau physique au moins à 50%, on va dire. Je vois quand même, ouais, je vois toujours Brooklyn, moi. Ouais, Antoine? ouais, moi aussi. Les Nets,
Allez, moi, je mets une pièce sur les Bucks parce que je pense qu'il y a quand même suffisamment de talent et il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Mais effectivement, rien de clair. Merci en tout cas pour cette nouvelle émission, les gars. Je pense que on a bien fait le tour. Pour suivre l'actualité de la NBA, du basket au jour le jour, c'est toujours sur Basket Session. Vous retrouverez la plume d'Antoine et de Shai. Voilà, je vous rappelle que le dernier numéro de Rivers vient d'être envoyé chez l'imprimeur. Donc, les rotatifs vont pas tarder à être lancés. Si vous voulez le précommander, être sûr de l'avoir et économiser les frais de port, allez sur Basket Session, vous trouverez tout ce qu'il faut. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec, j'imagine, de nouveaux retournements de situation incroyables et peut-être une équipe de malfrats qui sera venue frapper à la porte d'Antoine Pimel au cas où ses prédictions n'auraient pas été bonnes. On vous tient au courant. À plus tard, les gars. Salut les gars. Ciao. Ciao.